Voilà, nous sommes à la Procure avec Éric Roussel, que nous remercions d'être là, pour présenter son dernier ouvrage, une biographie de Pierre Brossolette, en coédition chez Fayard et Perrin. Alors, tout simplement, Éric Roussel, qu'est-ce qui vous a amené? Vous êtes un auteur réputé de biographie. Qu'est-ce qui vous a amené à ce travail sur Pierre Brossolette? Pierre Brossolette est un personnage que j'avais croisé dans le cadre de mes travaux antérieurs, notamment lorsque j'ai écrit un livre sur le général de Gaulle. Et c'est un personnage qui m'avait beaucoup frappé par son intelligence, par son talent, par le courage extraordinaire qu'il a montré, puisque vous avez fait allusion à ça, il s'est suicidé plutôt que de parler quand il a été fait prisonnier par les Gestapo. Et c'est une figure extrêmement séduisante, et c'est aussi, me semble-t-il, une figure un peu méconnue aujourd'hui. Après la guerre, le nom de Pierre Brossolette était plus connu en réalité que celui de Jean Moulin d'ailleurs. On peut constater qu'il y a à peu près, je crois, 500 rues en France qui portent le nom de Pierre Brossolette. Ça montre quelle était sa notoriété. Puis au fil des ans, ça s'est un petit peu estompé. Et surtout, il faut bien dire du fait que la panthéonisation de Jean Moulin en 1964, à partir du moment où on a fait de Jean Moulin le symbole de la résistance, symbole aussi de l'unité entre la résistance intérieure et la France libre, il a fallu choisir une figure, une seule, et ça s'est fait un peu au détriment d'autres personnalités, notamment de Brossolette, qui a été, à certains égards, le rival, il faut bien le dire, de Jean Moulin dans la résistance. Vous avez des idées, ils venaient de milieux relativement similaires, milieux de gauche, mais ils avaient des tempéraments aussi des objectifs qui n'étaient pas les mêmes. Et qu'est-ce que finalement ce travail en profondeur sur cette figure de Brossolette que vous aviez déjà abordé, je dirais, de biais, est-ce qu'il y a une chose qui vous a surprise, que vous avez découverte sur lui, que vous ignoriez? Il y a quelque chose qui je crois, que j'ai peut-être pu un peu découvrir et mettre en valeur. C'est le fait que c'est un homme qui était opposé vraiment à tous les totalitarismes. On connaît son opposition au totalitarisme nazi, ça c'est puisqu'il a payé de sa vie. Ce qu'on sait moins, c'est que c'était un homme de gauche, mais qui était particulièrement lucide sur l'Union soviétique à une époque où les choses n'étaient pas aussi évidentes. Et même en dehors de la gauche, il y avait à la fin des années 20 encore, au début des années 30, un certain consensus, en France on l'a oublié, sur l'Union soviétique. On se disait, tout ça représente peut-être une expérience intéressante, etc. Et c'était l'époque où quelqu'un comme Édouard Herriot, qui a symbolisé vraiment la Troisième République, revenait de l'Union soviétique en disant, au moment des grandes famines organisées par Staline, qui ont fait des millions de morts, Herriot revenait en disant qu'il n'avait vu que des jardins en plein rendement. Alors, Brossolette, lui, n'avait pas fait le voyage, il n'avait pas une expérience directe de l'Union soviétique, mais en revanche, par son intelligence, c'était un homme extrêmement brillant, il était normalien, il faut dire qu'il a été premier partout, reçu seulement deuxième à l'agrégation d'histoire. Mais donc uniquement par le raisonnement, il était parvenu à la conclusion que le système soviétique était non seulement un système criminel, il le dit très clairement, mais aussi un système qui ne pouvait mener qu'à une paupérisation générale. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, parce que ça, d'abord, ça n'était pas courant, et ensuite, ça a guidé toute son action pendant la guerre, et aussi, il faut bien dire, la méfiance qu'il avait pour le Parti communiste, qui était devenu, il faut bien dire, une force essentielle, sinon primordiale dans la résistance. Et ça explique aussi, à mon avis, un peu sa marginalisation à la fin, parce qu'il avait des positions, évidemment, qui faisaient qu'à une époque où le général de Gaulle était obligé de composer, justement, avec ces éléments, lui, évidemment, apparaissait comme un gêneur, mais enfin, quelqu'un qui était une figure en tout cas qu'on ne pouvait pas utiliser très facilement. Merci beaucoup, Éric Roussel.